Je suis aujourd'hui en compagnie de deux grands invités. Un que vous connaissez déjà très bien, un qui se joint à nous pour la première fois. On va parler aujourd'hui d'haltérophilie, mais avant d'approfondir le sujet, peut-être juste vous présenter. On peut commencer par toi, Aurélien, étant donné que peut-être les gens te connaissent déjà énormément. Eh ben, salut tout le monde, ouais, Aurélien Broussal-Derval. Effectivement, vous m'avez peut-être déjà croisé sur cette antenne, et puis sur d'autres par ailleurs, puisque je vulgarise et produit beaucoup sur Internet, notamment dans ABD Podcast, le podcast le plus suivi en langue française sur l'entraînement, les sciences du sport, la prépa physique, la réathlétisation, la récup, et j'en passe. Et puis par ailleurs, je suis directeur des formations à la Fédération d'haltérophilie musculation. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis là plus spécifiquement ce soir avec Kevin Kessmaker qui va se présenter. Effectivement, donc la POC a été passée. Kevin, si tu veux te présenter. Donc, bonjour à tous, moi je suis Kevin Kessmaker, je suis haltérophile depuis un peu plus de 25 ans maintenant. J'ai fait pas mal d'années en équipe de France, un peu plus d'une dizaine. J'ai eu la chance d'avoir Aurélien Broussal comme préparateur physique au moment où j'en avais le plus besoin, dans le sens où il a vraiment amené une nouvelle vue, on va dire, sur l'entraînement et comment être solide en fait quand on soulève ses barres et surtout ne pas se blesser. Et ça, un grand merci à Aurel parce que depuis, tout a changé dans ma façon de voir l'entraînement. Donc voilà, donc j'ai eu pas mal de titres de champion de France, 13 sur 13 présentations. J'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'étais remplaçant aux Jeux de Londres et j'ai fait aussi les Jeux méditerranéens en 2013. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai découvert que j'avais fait une médaille à l'épaule jetée aux championnats d'Europe. Je ne savais pas, c'était bien. Une découverte par après. C'est quand même agréable à apprendre, même après. Merci beaucoup, les deux, de vous joindre à nous aujourd'hui là, pour la conversation qui nous habite. Vous avez déjà sûrement tout compris, là, tout le monde, que nous allons parler d'haltérophilie, effectivement. Donc, c'est un sujet qui est très vaste, qui est très grand. Donc, aujourd'hui, on a décidé de cibler un peu la conversation sur les plus grands challenges du coaching en haltérophilie. Donc, le focus, on s'est focusé, en fait, sur les deux mouvements spécifiques, donc la mobilité. Sur la mobilité, on va parler aussi de la planification de la saison de compétition en tant que telle. Donc, merci encore une fois là, tout le monde d'être présent. Si vous avez des questions tout au fur et à mesure là, du webinaire, n'hésitez pas à les poser à droite. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Je vais relancer là, nos invités. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Les erreurs donc les plus fréquentes dans les mouvements d'haltérophilie. Aurélien, est-ce que tu veux nous aider? Ouais, alors plus que les erreurs, c'est les deux thématiques qu'on retient un peu, nous, assez régulièrement avec Kevin, parce que c'est vraiment des thématiques qui sont des game changers, en fait, qui font que les gens, d'un seul coup, ils prennent 20% de performance s'ils pensent déjà être capables d'épauler jeter ou d'arracher, ou tout simplement de pratiquer en toute sécurité et de prendre confiance sur ces mouvements qui paraissent insurmontables. Pour différentes raisons. D'abord parce que l'haltérophilie en général, la française encore plus en particulier, est au sport ce que la musique classique est à la musique rock ou à l'électro, c'est-à-dire très conservatrice. Et puis par le passé, aujourd'hui ça a beaucoup évolué, mais par le passé il y a eu un petit peu de condescendance dans la pratique des poids et haltères. Donc une forme d'élitisme et d'exigence qui en fait le beau sport qu'on connaît, mais qui d'un autre côté a fermé un petit peu les écoutilles et a fait que, contrairement à l'athlète qui a accepté qu'on fasse des foulées bondissantes et des montées de genoux sans forcément être sprinter, les haltéros ont un peu fermé les écoutilles il y a 30-40 ans en disant attention, c'est trop technique pour vous ne pouvez pas faire. Donc il y a cette première image-là qui est, je pense, je ne sais pas qu'elle est vraie ou fausse en fait, c'est que c'est une vision qui limite un petit peu l'utilisation du répertoire gestuel.
Et puis, deuxièmement, voilà, c'est un répertoire gestuel extrêmement varié qui véhicule plus des principes que des éléments techniques indiscutables. Et en fait, force est de constater que les experts eux-mêmes, souvent dans le milieu de la prépa physique, je suis considéré comme un expert d'haltérophilie, ce n'est pas le cas. J'ai des vrais experts d'haltérophilie autour de moi. Kevin en fait évidemment partie, ça n'a absolument rien à voir. Et les experts eux-mêmes sont pas du tout d'accord entre eux en fait. Donc sur ces grands principes, nous ce qu'on essaye de faire avec Kevin assez régulièrement, c'est de les désacraliser, de les rendre abordables, de dire que d'abord il n'y a pas une seule vérité, et ensuite qu'il y a des principes d'efficacité et de sécurité, qui eux sont par contre indiscutables, incontournables, et parmi tous les paramètres techniques dont on peut parler, qui peuvent mener effectivement, je te rejoins Étienne, à des erreurs de coaching ou de technique ou de pédagogie, eh ben, on a d'abord les passages sous barre. Et ça, ce que nous enseigne Kevin, c'est que c'est 70% de la technique. C'est ça. Enfin, c'est vrai qu'après, c'est un point de vue qui m'est propre dans le sens où, en fait, c'est vraiment une fraction de seconde qui peut faire que tu réussis ou que tu fails en fait sur ton lift. On n'a pas le temps de réfléchir. On doit vraiment avoir ancré en fait réellement un schéma moteur. On doit avoir ancré une technique qui est tout le temps la même. C'est forcément en haltéro, c'est la répétition de la même technique avant tout qui va faire que ça va déboucher sur une réussite. Et le passage sous barre, c'est vraiment tellement rapide que, le mouvement global est rapide, mais ce moment en fait de la technique, effectivement, pour moi, c'est au moins 70% de la technique. Il y a un des enjeux de compréhension et d'appréhension de l'haltérophilie, c'est que ça se pratique en fait. On n'apprend pas l'haltérophilie dans un livre, on n'apprend pas l'haltérophilie sur le papier, on n'est pas théoricien de l'haltérophilie. Vous savez ce que je pense des coachs qui ne pratiquent pas et qui ne s'entraînent pas. Et ben ça, c'est une des meilleures, c'est une des meilleures illustrations parce qu'en fait, le répertoire gestuel par nature est mal titré, il est mal nommé. Et la plupart des exercices et des moments des exercices, des phases de mouvement, induisent le pratiquant en erreur. Et donc, si on ne pratique pas l'haltérophilie, on ne se rend pas compte que tout un tas d'exercices, de mots issus du vocabulaire sont faux en fait en français. Ils sont vrais parce que c'est comme ça, on les utilise. Un tirage, c'est un tirage. Le deuxième tirage, c'est le deuxième tirage. Pourtant, à ce stade-là, il n'y a pas de tirage en fait. C'est toujours qu'une impulsion. Et d'un point de vue purement mécanique, ce que rabâche assez souvent Kevin dans notre formation, qu'on pilote ensemble et qu'on a construit ensemble, coach haltéro, c'est qu'il déteste qu'on parle de chute. Il va mieux vous en parler que moi, mais effectivement, c'est un terme consacré. La chute, on appelle ça la chute. C'est pas Kevin qui a décidé comme ça ou pas, mais n'empêche que si on ne pratique pas et qu'on ne comprend pas vraiment le sens du truc, ça induit vraiment en erreur. Ce qu'il y a, c'est que en termes de mécanique, une chute, par définition, ça implique qu'il n'y a aucune action en fait sur la barre et qu'il n'y a aucune action non plus de l'athlète, à part le fait de chuter. Et le problème de chuter avec une barre, là en l'occurrence plus sous la barre, que ce soit à l'arraché ou à l'épaulé, même au jeté, le problème c'est que la barre va nous chuter dessus aussi. Et du coup, ça fait qu'on va augmenter en fait toutes les contraintes sur la réception, qu'elles soient à l'arraché, à l'épaulé ou au jeté. Et donc, ça veut dire que 1, on va pas pouvoir être assez réactif. 2, le corps va clairement pas apprécier sur le long terme. Même à moyen terme, ça peut même arriver très vite, quoi. Donc, effectivement, le fait de parler de chute. Alors maintenant, j'essaye de vraiment différencier ça dans le sens où c'est ce que nous, on enseigne, comme quoi c'est une phase du mouvement, mais il faut pas oublier que c'est pas l'intention motrice, de ce qu'on doit faire pendant cette phase. C'est vraiment deux choses bien distinctes. Et c'est vrai que pour moi, en fait, c'est vraiment utiliser le mot chute, c'est un défaut de langage, exactement comme le premier tirage ou le second tirage, qui sont en réalité une première poussée et une explosion pour pouvoir propulser la barre vers le haut. Donc, en fait, il n'y a rien d'un tirage.
Ouais, c'est ça, dans l'haltéro, on a de l'impulsion beaucoup, hein, c'est un sport d'impulsion motrice, on crée du mouvement, on génère du mouvement, et cette impulsion, elle part des appuis, elle part des pieds. Alors c'est notre deuxième point ce soir, les appuis. On crée de l'énergie qu'on transmet à la barre. Et à un moment donné, une fois que cette barre elle est en mouvement, elle va arriver jusqu'à un point où elle va être en suspension en fait. Et à ce moment-là, ça devient un appui. Et c'est ça qui pose problème dans la notion de chute, c'est que encore une fois, cette notion d'appui disparaît au profit d'une espèce de disparition, un petit peu comme en judo, on a ce seoi nage très en flexion, là, où on va venir se mettre sous l'adversaire pour le projeter par-dessus l'épaule. Et donc, les Anglais, ils parlent souvent de drop seoi nage. Donc, on se laisse tomber, on disparaît sous l'adversaire. Si on fait ça, il y a une notion de passivité qui pose problème. C'est-à-dire qu'on enlève de l'équation le fait qu'on s'appuie sous la barre pour se hisser, pour se glisser dessous, amortir les tensions, et surtout se servir de cette inertie qu'on a créée dans la première phase du mouvement, dans les premières phases du mouvement, pour optimiser notre action à nous et tourner autour de l'engin, en fait. Donc vous voyez que quand j'utilise un répertoire comme ça, un vocabulaire comme ça, je parle de tourner autour de l'engin, de s'appuyer dessus, de créer de la suspension. On est tous dans la passivité là. On est actif on est proactif, on se déplace autour de la barre. Et c'est vrai que en ça, la chute, du coup, crée une mauvaise interprétation de ce qu'il faut vraiment faire, et fait que effectivement, les gens sont limités dans leur efficacité parce que ils ont soit des barres trop légères, soit ils sont sanctionnés par un mouvement qui est obsédé par se jeter accroupi le plus vite possible de manière passive. C'est ça. Moi, je compare souvent le passage sous barre, notamment à l'arraché, à un muscle-up en CrossFit, en fait, où on a tout le temps une activité sur cette barre pour tourner autour de la barre. Là, en l'occurrence, on tourne pour aller en dessous en haltéro. Sur le muscle-up, on va tourner pour aller au-dessus. À aucun moment donné, si on parle à qui que ce soit, qu'on montre un muscle-up, il va y avoir un moment, en fait, de base d'inactivité. Il y a aucune personne qui passe un muscle-up qui se lance et qui ratterrit sur la barre pour le muscle-up. Parce que, en fait, on tourne autour de cette barre. Là, en haltéro, c'est exactement la même chose. Plus on va avoir cette capacité de prendre appui sur la barre, parce que à la fin de l'extension finale, ce qu'on recherche, en fait, c'est aller chercher un point d'inertie, donc la vitesse zéro de la barre, pour pouvoir, en fait, s'appuyer dessus et se tirer dessous. Et en fait, l'idée, c'est que sur le muscle-up, c'est la même chose dans l'autre sens, mais c'est quasiment la même chose, quoi. Et pour faire ça, il faut une vraie barre. Donc il y a une règle importante en haltéro, c'est qu'on ne fait pas d'haltéro légère, en fait. On ne fait pas d'haltéro à vide. On peut évidemment apprendre les trajectoires et puis les phases et découper le mouvement au bâton un petit peu. C'est pas interdit, mais enfin, l'idée c'est quand même de très très vite manipuler du poids, en fait. Et très très vite d'avoir suffisamment de poids pour pouvoir se propulser, justement. Souvent, il y a des gens qui se disent « Oh là là, je ne suis pas assez fort pour monter de charge », et en réalité, le fait de rajouter du poids va leur permettre de produire un mouvement beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace, et parfois plus sécuritaire. Donc, ça nous rappelle que la force est une qualité technique plus que jamais, l'haltérophilie. C'est ça, c'est même une nécessité parfois d'avoir un poids pour pouvoir justement ressentir des choses. Par exemple, quand je vois beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi, je fais du manche à balai ou du PVC ou du pipe, ça dépend comment ils appellent ça. » Mais en fait, l'idée, c'est que pour moi, c'est pas du tout de l'haltéro. Déjà, premièrement, parce qu'il n'y a aucune charge. Donc, l'haltéro sans charge, ça n'existe pas. Mais en plus de ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de charge, ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte externe. Ça veut dire qu'en fait, on peut tout compenser, que ce soit un manque de mobilité, que ce soit un manque d'efficacité pour faire monter sa barre. On peut même, tout est possible sans charge. On peut tout faire sans charge, sans se faire mal, bien sûr. Et encore, parfois, on peut quand même se faire mal sans charge. Mais je veux dire, dans l'idée, c'est que si on n'a pas une contrainte externe, pour moi, on ne fait pas de l'haltéro, en fait. Ouais, on est d'accord, on dénature tellement le mouvement que on se retrouve à mimer le geste, en fait. C'est
l'haltéro avec un tube de PVC, c'est comme le air guitare dans un groupe de rock, en fait, t'as l'air d'un con. Euh, il y a un deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est les appuis, du coup. Parce que c'est marrant, ce qui perfuse pas mal de manière très théorique dans la pratique de l'haltérophilie, et du coup que les gens reprennent à leur compte et sur lesquels les gens communiquent, c'est la trajectoire de barre. Ça, bon, assez régulièrement, on entend quand même qu'effectivement, il faut que la barre soit proche du corps. Ok, très bien, c'est une bonne info. Parfait. On parle, voilà, c'est important. On parle évidemment de la sécurité, de la positionnement du dos. On parle un peu de la vitesse quand même. On entend la vitesse, ok, on ne fait pas d'haltéro ralenti. Ça perfuse, ça va. Et putain, j'entends personne parler des appuis, quoi. J'entends personne dire, mais mets ton poids au milieu, mets ton poids sur l'avant, mets ton poids, attention, t'es trop en talon, attends. Sur ton deuxième tirage, attention à pas être complètement au rappel. Personne coach les appuis, alors que vous l'avez compris dans notre discussion, enfin pour nous en tout cas, c'est la base. De toute façon, si on a des mauvais appuis, forcément, toute l'efficacité après gestuelle va se retrouver impactée. Dans l'idée, après, c'est sûr qu'il faut faire attention aux appuis par rapport à la morphologie de chacun, parce que effectivement, quelqu'un qui a un grand fémur va pas forcément tirer de la même manière que quelqu'un qui a un petit fémur. A contrario, il y a quand même des points très importants et clés, on va dire, pour que on ait un maximum d'efficacité. Je pense notamment à la position de l'athlète quand on est au point de puissance. Donc le point de puissance sur l'arraché, c'est quand on est barre à peu près mi-cuisse, et sur l'épaulé, c'est à peu près tiers-cuisse en partant du genou. Dans l'idée, c'est que c'est ce point-là qui est important, et d'ailleurs on l'appelle la position fondamentale, c'est peut-être pas pour rien. Et en fait, c'est tout ce qui se passe avant, pour moi, c'est vraiment une bagarre entre l'athlète et sa barre pour savoir qui peut dominer l'autre, en fait. S'il est nécessaire, là, c'est nécessaire pour quelqu'un qui a un grand fémur de partir peut-être un peu plus déporté sur le talon pour pouvoir avoir un engagement derrière des genoux qui sera plus facile par rapport au placement et avoir cette efficacité au point de puissance. Après, à contrario, effectivement, quelqu'un qui est comme moi, donc qui n'a pas un très grand fémur, je suis pas très grand, je fais 1m60 et je suis plutôt proportionné normal, on va dire, donc j'ai pas un grand fémur. Je dois rester tout le temps sur l'avant du pied parce que c'est là que je vais pouvoir venir être en position de puissance et pouvoir exploser après pour pouvoir envoyer ma barre vers le haut. Mais effectivement, les appuis, moi aussi, c'est quelque chose que je déplore quand je vois des gens qui sont coachés parfois en haltéro, c'est que on n'en parle pas. Et en fait, le problème, c'est qu'ils vont te sortir plein de problématiques qui sont vraies, on les voit, c'est un problème, mais en fait, on vient pas attaquer le problème à la base. Et oui, et tant que ce petit pratiquant n'aura pas compris qu'il met trop de talons dans son épaulé, par exemple, si c'est ça, si c'est ça son problème fondamental, en fait, il va compenser et ça va cascader sur plein d'autres adaptations qu'on n'a peut-être pas prévues. On ne comprend pas pourquoi la barre se décolle, se décolle du corps à un moment donné, ou pourquoi il précipite son passage, ou pourquoi il chinte son réengagement des genoux, par exemple. Et donc il tire droit. En fait, c'est parce qu'il est en talon. Et c'est pas et justement lui il devrait presque pas en avoir en fait. Ou à l'inverse, voilà, on aurait un grand haltéro, un mec qui vient, je sais pas, du volley ou du basket, et lui va être forcément, statistiquement probablement beaucoup plus confortable avec un peu plus de passage talon à un moment donné. Toute proportion gardée bien évidemment, et du coup si lui il essaye de tirer exactement comme Kevin, probablement que ça va générer un certain nombre de problèmes à d'autres étages en fait. Clairement. Après, concrètement, moi, un athlète qui est proportionné comme moi, mais pas forcément, il peut être plus grand, mais proportionné comme moi. Oui, c'est ça, c'est une question de proportion, bien sûr, tout à fait. C'est ça. Mais s'il vient chercher son talon au moment où la barre est au point de puissance, tout ce qu'il va faire, en fait, c'est un swing. Et en haltéro, c'est pas un swing qu'on vient chercher. Donc, dans l'idée, c'est… Et hop, la barre décolle. C'est ça. La barre perd sa trajectoire, et du coup, on peut corriger à mort en faisant du muscle ou de la stratégie justement de la trajectoire sans charge
au PVC, tant que tu n'as pas réglé ton problème d'appui, ça reviendra. Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire, faut pas oublier une chose, c'est que l'haltérophilie, c'est un échange de force entre le sol et la barre. Toi, tu es juste l'intermédiaire. Si tu fais de la merde, tu auras quelque chose qui sera pas forcément très bon. C'est comme en informatique, non, Étienne, le problème, il est souvent entre le clavier et l'ordinateur, non? Oui, nous, on appelle ça code 18. 18 pouces devant l'écran en tant que tel. Donc, c'est toi effectivement le problème. Mais c'est quand même très intéressant. Je ne sais pas si certaines personnes voient d'autres problématiques par rapport à l'haltérophilie comme des erreurs fréquentes. Autrement, lorsqu'on préparait ce webinaire, un autre sujet qui nous a paru hyper important de mentionner, c'était la mobilité. La mobilité que vous nous avez dit, en fait, qu'on parle que très peu, sinon jamais. Donc, peut-être qu'est-ce que la mobilité en premier, là, si on n'en parle que très peu? Ouais, on en parle de plus en plus, évidemment. Évidemment, de plus en plus. Le CrossFit n'en parlait pas du tout, par exemple, au tout début, il y a quelques années. Le Mobility First n'est pas venu en first du tout. Mais ça montre la capacité de la discipline à intégrer des nouveautés et à se remettre en question. Je la qualifie souvent de discipline très mutante, parce qu'elle est capable d'évoluer et toujours vers le mieux, en plus. En tout cas sur les paramètres d'entraînement. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que quand même si on fait tout ce travail de technique et de pédagogie en haltérophilie, reste que à la fin, ça reste un exercice fonctionnel, ça reste un exercice de mobilité. Et donc la mobilité, elle est souvent limitée d'un point de vue méthodologique et conceptuel à de la souplesse. C'est une grave erreur méthodologique parce que il se trouve que chez nous, 80% des gens qui ne sont pas mobiles sont effectivement raides. Mais d'abord, c'est très, très sociétal, très culturel. Et puis ensuite, 20% des gens chez nous, c'est pas du tout ça le problème. Et puis enfin, il faut pondérer tout ça en fonction de la situation motrice qu'on considère. Lorsqu'on est sur de l'haltérophilie, évidemment, les problèmes de souplesse sont absolument pas plus limitants que des problèmes de faiblesse, de manque de force ou de manque de contrôle moteur. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'apprendre à faire un arraché, au préalable, il y a un certain nombre de schémas moteurs qu'il faut avoir dans son trousseau, quoi. Si on n'est pas capable de se mettre accroupi, par exemple, il est probable qu'on ait des gros problèmes à faire un arraché flexion. Si on n'est pas capable de lever les bras au-dessus de la tête, au préalable, sans charge, il est probable qu'on ait des problèmes pour le faire, même si la charge peut, encore une fois, on l'a dit, nous aider. Donc pour nous, il y a 3 paramètres dans la mobilité. Il y a la souplesse, il y a la force et il y a le contrôle moteur. Et les 3, eh bien, sont aussi importants les uns que les autres. Clairement, là, je vois par exemple dans les questions sur le côté, je vois, salut, j'imagine que les sessions d'entraînement, flexibilité, souplesse font partie d'un programme d'entraînement pour un haltérophile. Alors, je vais juste y répondre vite fait parce que, des sessions de stretching, concrètement, c'est ça. Dans l'idée, on peut en faire. Après, faut pas oublier une chose, c'est que si on fait ça proche des séances, que ce soit avant ou après, on va forcément, si c'est avant, perdre en explosivité. Si c'est après, on peut risquer des belles déchirures. Donc, on peut, après pour moi, c'est vraiment des sessions qui doivent être propres à l'athlète parce que, comme a dit Aurélien, en fait, la mobilité, il vient de faire un rappel de ce que c'est. En haltéro, on a besoin en fait de contrôle moteur, de souplesse et de force. Et effectivement, il faut savoir aussi jauger ce sur quoi il est nécessaire de travailler. C'est pas forcément sur la souplesse qu'on va devoir travailler parce qu'on aura une bonne flexibilité. Après, effectivement, est-ce qu'on est capable de pouvoir de donner l'expression d'une force en fait dans cette amplitude? C'est encore autre chose. Par exemple, quelqu'un qui va faire des 3/4 de squat constamment et qu'après un jour il se retrouve en flexion complète sur un épaulé, ça va être problématique. C'est un problème de mobilité, mais pourtant il aura quand même la souplesse parce qu'il pourra le faire à vide, mais il n'aura pas la force de le tenir. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut voir. C'est des sessions d'entraînement en flexibilité pure. Alors j'avoue que moi personnellement, j'en ai jamais fait parce que l'haltéro me travaille cette amplitude en fait à chaque fois.
Donc, c'est vrai qu'après, pour d'autres sports, c'est vrai que je peux peut-être manquer de mobilité pour d'autres spécialités. Mais c'est vrai que en haltéro, faut pas forcément se tromper sur ce qui va pas, en fait, sur l'athlète. C'est intéressant ce que tu dis, Kevin, parce qu'il y a un concept d'entraînement qui est très très à la mode, dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle l'hypertrophie fonctionnelle, l'entraînement fonctionnel. Mais quand on parle d'entraînement fonctionnel, on parle d'hypertrophie, de force, de musculation fonctionnelle, dans son aspect vraiment purement force et puissance, quoi. Donc, c'est-à-dire, on fait de l'entraînement fonctionnel quand on lance des medicine balls en rotation, quand on fait des mouvements qui mobilisent plus d'une articulation à la fois, qui travaillent en chaîne si possible, etc. Mais à chaque fois, la qualité fondamentale qui est induite, eh ben, c'est la force. Alors que la souplesse se travaille tout pareil en entraînement fonctionnel. Et plus elle est connectée à la force, et plus c'est fonctionnel. Donc, quand on aborde l'haltérophilie dans sa pratique stretching, et ben justement, on met en charge. Et la charge va permettre d'aller au-delà, d'ailleurs, de certains paramètres. Au final, les gens vont se rendre compte qu'ils sont peut-être plus mobiles qu'ils ne l'imaginent lorsqu'ils ont ne serait-ce qu'une barre de 20 kg par rapport justement à un bâton, un tube de PVC. C'est vraiment je pense, une précision conceptuelle qu'il nous faut souligner. La souplesse aussi peut être fonctionnelle, doit être fonctionnelle. Clairement. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne cible pas, hein, de la même manière que c'est pas parce qu'on fait de la force toujours de manière fonctionnelle qu'à un moment donné, on ne peut pas faire un mouvement beaucoup plus analytique pour travailler sur un maillon de la chaîne. C'est pareil pour la souplesse. Globalement, on va travailler en charge. Alors, en charge, ça peut être un poids additionnel, ça peut être une tension additionnelle, ça peut être un mobility stick ou un élastique qui va venir accroître encore l'effet de l'étirement en chaîne et l'activation qui est liée et qu'on veut, hein, l'activation de force. Mais n'empêche qu'à un moment donné, si le point raide de la chaîne, ce sont les adducteurs, parce que c'est eux qui nous empêchent de faire un windmill ou une réception flexion, et là, il va falloir bouffer du grand écart. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est exclusif cette histoire-là. Hein. On peut faire de la méthode globale et on doit faire de l'analytique quand ça a du sens. Je vois des belles illustrations, là, effectivement. Je pense que pour travailler de manière pertinente et intelligente, c'est bon de se cultiver et de se procurer les livres de référence sur le sujet, dont fait partie l'art du mouvement, par exemple. C'est un très bon exemple, Étienne. Très bon exemple. Un des meilleurs, voire le meilleur pour moi à ce jour. Particulièrement bien illustré, d'ailleurs. Kevin et ma muse dedans. Enfin, la muse de Gano. La muse de Gano, parce que c'est Stéphane qui écorche avec autant de dextérité les photos qu'on lui propose. Donc, l'art du mouvement aux éditions Fort Trainer par Stéphane Gano et moi-même. Juste avant qu'on passe peut-être au dernier thème qui était la planification, on a une question dans le chat en fait qui est j'ai un peu de difficulté à enseigner, illustrer comment dégager les genoux dans la passation de la barre au-dessus des genoux. Donc je ne sais pas si vous avez des conseils. Je l'ai vu cette question et justement j'avais prévu d'embrayer là-dessus avant de passer à la planif. C'est marrant parce que c'est plutôt l'inverse qui pose problème habituellement. C'est plutôt une fois qu'on a dégagé les genoux pour passer là-bas, c'est plutôt le réengagement des genoux qui disparaît du mouvement haltéro. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, si en réalité, ce qui se passe bien souvent, et je pense que c'est là le sens de sa question, Elisabeth, c'est que en fait, on a une tendance à facilement effacer les genoux. Mais le problème, effectivement, c'est le réengager de genou derrière pour pouvoir se remettre sur la position fondamentale. Donc, cette position, toujours, on a pour rappel pointe de pied, genou et épaule toujours devant la barre. Et bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a bien la pointe de pied devant la barre, on a bien les épaules devant la barre, mais les genoux qui sont loin derrière. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Aurélien, c'est ce qui va résulter sur un swing, en fait, de la barre. Et donc, clairement, un arc de cercle, en fait. Et donc, effectivement, on perd l'efficacité dans la trajectoire de barre. Et dans l'idée, moi, ce que j'aime bien, ce que je fais travailler en règle générale à mes athlètes quand j'ai ce problème, en fait, c'est que je prends le problème à l'inverse. Le problème à l'inverse, il est que
enfin, le problème, il est le réengager de genou. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un tirage. Et par exemple, je vais faire vraiment la phase excentrique et vraiment lui faire ressentir le changement d'appui avant le genou et une fois qu'il est passé en dessous du genou. Et sinon, il y a aussi ce qu'on appelle les temps d'arrêt, donc les pauses en dessous et au-dessus du genou, qui vont forcément induire un meilleur placement. À partir du moment où on a la pause, on va forcément se sentir plus puissant ou plus faible. En fait, suivant le placement qu'on a. Si on est bien placé, on va se sentir solide. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour moi, quand on garde les appuis en talon après les genoux, c'est soit qu'on est trop faible pour pouvoir revenir, donc pas assez fort, soit on veut aller trop vite. Et de ce fait, on oublie comment on peut faire accélérer la barre. Donc, il ne faut pas oublier que c'est l'extension de cheville, genou, hanche qui va faire monter la barre et pas seulement, par exemple, les chevilles et les hanches. Bien souvent, on oublie que les genoux aussi, en fait, on doit pousser dans le sol pour pouvoir faire monter la barre. Donc, la poussée en jambe va donner la hauteur à la barre et l'engagement de hanche va lui donner sa vitesse. Donc, il faut vraiment partir en fait du problème. Enfin, ce problème-là, il va être vraiment propre à chacun et il va vraiment aussi dépendre de la morphologie de l'athlète, tout simplement parce qu'effectivement, si c'est un très grand, il aura une tendance à devoir aller en talon pour faire passer sa barre au niveau des genoux, mais il faut qu'il prenne le temps de revenir. S'il ne prend pas le temps de revenir en appui sur l'avant du pied, en fait, tout simplement, il pourra pas venir solliciter les mollets comme il faut et donc du coup il pourra pas donner d'explosivité dans son mouvement et donc il perdra de la vitesse et en plus il perdra de la hauteur et le tout faisant qu'il trouvera pas de point d'inertie en fait de sa barre pour pouvoir s'appuyer dessus. C'est le moment où on arrive aux limites de la méthode globale, hein. C'est là où il faut ressaucissonner un petit peu le mouvement et effectivement marquer ces deux phases-là. Il y a effectivement un défaut très courant chez les non-spécialistes qu'on observe, c'est que ça tire droit, ça tire monobloc, monovitesse, et du coup ils cherchent à aller, ce que disait Kevin tout à l'heure, hein, quand il disait ça va trop vite, en fait ça se précipite sur toutes les phases. Or, il y a vraiment des syncopes dans le mouvement d'haltérophilie. En fait, il y a des moments beaucoup plus calmes que d'autres et des moments où par contre il faut vraiment envoyer les watts. Typiquement, tout ce qui se passe avant le point de puissance, en fait, notamment le premier tirage, est plutôt une partie calme, en fait. Pas un moment où il faut s'exciter. Et souvent, les gens, ils tirent très vite dès le départ. Ils cherchent tout de suite à générer un maximum de vitesse. Et or, c'est pas là que se joue l'accélération. Et du coup, si tu vas très vite tout de suite, tu n'as pas le temps de bouger, de faire évoluer ton poids de corps sur tes appuis et de respecter toutes ces phases-là. Ouais, puis j'irai même encore plus loin. Ce qu'il y a, c'est que si tu vas trop vite tout de suite, tu vas être en fait aussi dans l'incapacité de pouvoir mettre du rythme en fait. Et si tu peux pas mettre de rythme dans le mouvement de l'haltéro à partir du point de puissance, le problème qui va vraiment se poser, je vous dis, c'est le fait qu'on perde de la hauteur de barre, on perd de la vitesse de la barre et de l'athlète. Faut pas se leurrer, l'athlète aussi il ralentit si c'est comme ça. Enfin, il peut pas accélérer. Et donc du coup, on n'a toujours pas cette hauteur et ce point d'inertie. Et on peut toujours pas passer en dessous de sa barre. Bien souvent, en fait, moi, ce que je vois chez les, alors je dirais novices, même intermédiaires, en fait, c'est plus il y a lourd, plus ils veulent partir vite parce qu'ils se disent, ça va être dur, il faut que je parte vite. Ouais, sauf qu'en fait, c'est se desservir. Plus on va partir vite, moins on sera en capacité de pouvoir réaccélérer derrière. Et le rythme est primordial en haltéro. Donc, la mise de rythme, elle se fait au point de puissance. Et si elle se fait avant, alors déjà, si elle se fait du sol, on va avoir un gros problème parce qu'en fait, la barre va rester loin du corps obligatoirement parce qu'il y a les genoux qu'il faut passer. Et du coup, on va passer devant les genoux et la barre va rester loin du corps. Mais en plus de ça, on va sauter en avant. Bien souvent, quand on part vite, on saute en avant et un bon 10 mètres en avant. Enfin bon, un bon 10 mètres, c'est une façon de parler, mais on peut j'en ai déjà vu facilement faire 50 cm en avant, quoi. Et là, ce qui est énorme. Et petite question là, qui nous vient de Raphaël, est-ce que le deadlift est bon pour s'entraîner au premier tirage? Alors, c'est deux patterns qui sont complètement différents. C'est-à-dire que sur le deadlift, on se met en talon, on est sur une fermeture. On vient ouvrir les hanches, oui, mais on est sur une fermeture au niveau thoracique pour rester solide et pour rester protégé, entre guillemets, que sur l'haltéro, on va être sur une ouverture thoracique avec une intention, encore une fois, de mise de rythme après les genoux. En deadlift, on ne met aucunement du rythme.
Et donc, du coup, le deadlift est très bon pour du renforcement musculaire parce que c'est nécessaire de savoir bien venir chercher son transverse, notamment quand on vient faire du deadlift. A contrario, ça ne sert à rien pour l'efficacité du premier tirage pour moi. C'est un faux ami. Excellent. C'est comme tous ces mots anglais qui ressemblent à des mots français. Voilà, actually par exemple, c'est un faux ami. Ça nous met sur une mauvaise piste. Et c'est même plus que pas du tout le même pattern. C'est vrai, c'est pas du tout le même pattern. C'est même pire que ça. C'est l'opposé en fait. C'est-à-dire que le deadlift appartient à la famille des swings aussi. C'est-à-dire qu'on crée de l'extension de hanche horizontalisée. Donc si ça se transfère vers un mouvement humain classique, c'est le saut pour le coup, c'est le saut en longueur. Pour le coup, le but du jeu, c'est de faire un bond de 10 mètres en avant. Alors que si vous avez bien écouté ce qu'on vous raconte depuis le début, eh ben, le but du premier tirage, d'ailleurs de tous les tirages en haltérophilie d'ailleurs, c'est de créer de l'impulsion verticalisée. Donc c'est plutôt de sauter plus haut que plus haut. Excellent. Je vous propose, on a parlé quand même des mouvements. On a été très focus là, sur ça depuis le début. Prenons un pas de recul, tout le monde ensemble, puis parlons plutôt de planification en tant que telle, donc de périodisation pour un athlète qui va avoir une compétition d'haltérophilie. Donc, pré-saison, durant la saison, post-saison. Comment est-ce que je planifie là, tout ça si je suis coach d'un athlète d'haltérophilie? Alors, pour moi, je vais commencer après Aurélien parce qu'il est aussi très spécialisé dans la planification. Pour moi, en haltéro, je pars toujours de mon objectif. Et en fait, je pars de mon objectif et après, je fais un rétro-planning, en fait, qui sera forcément par la suite adaptable à la forme du jour de l'athlète. Mais on part vraiment en arrière, en fait. De l'objectif, j'ai autant de temps. Ok, alors on sait que on a la période dite compétition qui dure 2-3 semaines à peu près, parce que l'idée c'est que c'est une très grosse intensité, peu de volume d'entraînement, parce que de par le fait d'avoir une grosse intensité, nerveusement ça puise énormément. Avant ça, on va avoir ce qu'on appelle la période de pré-compétition, qui va être une espèce d'hybride entre gros focus technique et semi-technique avec pas mal de renforcement musculaire bien spécifique. Et après, on va avoir ce qu'on appelle, avant encore, du coup, on va avoir la période foncière. Donc, la foncière, en fait, concrètement, c'est celle où on se fait une grosse caisse, elle dure entre 4 à 8 semaines. Et une grosse caisse, ça veut dire gros volume d'entraînement, intensité sur les semi-techniques et techniques plutôt faible. On va parler plus de 60-75% sur tout ce qui va être semi-technique et technique. A contrario, en force, en renforcement musculaire spécifique, on va quand même être sur de l'intensité jusqu'à 85% environ. On peut peut-être aller un tout petit peu au-dessus suivant le nombre de reps, mais on va favoriser attention, en haltéro, les séries longues, chez nous, c'est série de 5. Hein, donc, on n'a pas non plus trop de séries. On fait, par contre, en revanche, on fait énormément de ce qu'on appelle des combinés. Maintenant, ça s'appelle plus facilement des complexes. Mais on va faire beaucoup de reps dans des combinés. Donc, on va vraiment partir sur, par exemple, si on part sur de l'arraché, on va partir sur un tirage lourd, 3 tirages hauts, un arraché debout en suspension basse, 2 arrachés en flexion, suspension haute. Et ça, on va le faire par contre à un pourcentage qui sera forcément léger. Mais dans l'idée, moi, la planif, c'est vraiment je pars de mon objectif et j'arrive à demain, on va dire. Ouais. Donc, je sais pas. Exactement. Est-ce que tu as... On avait un compte XFIT avec des tests de programme. Est-ce que tu sais comment partager ton écran si tu veux le faire? Alors, je ne sais pas du tout comment on partage l'écran. C'est juste le petit bouton à droite de la caméra. Screen, quoi. Ouais, c'est désactivé exact. chez nous, non? Non, normalement non. Bon. Parce qu'il l'avait barré. Barré. Si vous voulez, là, pour que ce soit encore plus visuel là, pour tout le monde. Tout l'écran. Alors, pendant que Kevin cherche à partager, je précise un petit peu certaines notions. Je suis complètement en phase, évidemment. L'inverse aurait été surprenant.
l'intention de planifier, à chaque fois, elle est très caricaturale, je trouve, chez les coachs de poids, qui programment des poids et haltères. Quand on dit du volume, on est tout de suite au-dessus de 8 reps. Et quand on dit de l'intensité, on est tout de suite au-dessus de 90 ou 95% du max, quoi. C'est comme à l'école. S'il y a 20 points à distribuer, il faut utiliser tous les points, les gars. Donc, il y en a marre de ces profs qui notent qu'entre 8 et 14, hein, il faut mettre des 20, il faut mettre des 0. Il faut polariser les choses et exploiter le cœur aussi du barème. On peut faire du volume à partir de 5 reps, pourvu qu'on augmente le nombre de séries, par exemple. On peut faire du volume à partir de 3 reps, pourvu qu'on réduise le temps de récupération, par exemple. Donc effectivement, Kevin, il précise qu'en haltéro, on a une culture de la charge relativement concentrée sur un faible volume. Ça ne veut pas dire qu'elle est systématiquement intense, mais c'est une charge en faible volume si on la regarde bien en termes de nombre de répétitions. Par contre, en termes de récupération, il est rare d'avoir des récupérations en haltérophilie de 15 minutes. Donc voilà, assez régulièrement, on va faire 2-3 reps et puis prendre 1 minute de repos, par exemple. Ce qui, dans la caricature dont je parlais tout à l'heure de planification, est un peu une aberration, parce qu'une minute, on va vous caler ça systématiquement sur de l'hypertrophie. Je vous rappelle que l'haltérophilie est un sport à catégorie de poids. Donc, malgré tout, l'hypertrophie, ils essayent de la contrôler quand même. Donc, bien évidemment, tout ça est caricatural et on peut faire du volume avec des séries très courtes. C'est absolument pas impossible. Et de la même manière qu'on peut commencer une pratique de force et de poids et haltères par des séries très courtes. Je vais même aller plus loin, on doit le faire. Parce que en 2 ou 3 ou 4 répétitions, eh ben, on peut faire de l'input technique en cours de route. On fait 3 reps, on s'arrête, on débrief. Si vous partez tout de suite sur du 8, 10, 12 reps, comme c'est la norme absolue en BPGEPS, eh ben, si elles sont pourries, ben, vous attendez qu'ils finissent ces 10-12 reps pourris avant de lui dire c'était pourri. Là, au bout de 3 ou 4 reps, eh ben, on corrige, on ajuste et on avance comme ça. Et à la fin, peut-être qu'on aura fait autant de reps, sauf qu'en plus, elles auront été de meilleure qualité, voire même de plus haute intensité finalement, puisque la charge aura été au global plus élevée. Donc, c'est une approche par cluster qui me paraît beaucoup plus pertinente. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Soit dit en passant, encore plus adapté aux femmes qui ont des prédispositions physiologiques à un travail à plus haute intensité et qui donc sont particulièrement réceptives à ce type de pédagogie, mais en réalité, là où on a copié les méthodes d'entraînement, notamment en endurance, des hommes pour les femmes, sans aucune justification, et c'était pas très malin, et ben, l'inverse est beaucoup plus vrai. Sur la haute intensité, il vaudrait mieux copier les méthodes féminines vers le masculin. C'est un autre sujet. Donc, par rapport... alors bon, j'ai pas encore j'ai réussi à tout prendre en main au niveau de l'appli, tout ça. Par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Donc moi, en fait, par rapport à ça, j'ai mes nombres. En fait, ça, c'est les nombres de semaines, les nombres de séances. Donc, nombre de semaines, semaine 15, séance 1, tout ça. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir... je vais partir sur, par exemple, la 15.5. La 15.5, je ne sais pas si je l'ai beaucoup rentré. Ouais, non. Bon, attends, je vais voir laquelle j'ai bien fini de rentrer. Voilà, par exemple, sur celle-là, ce que j'ai trouvé vraiment bien sur l'appli, c'est qu'on pouvait mettre donc des banques de données qui sont dedans et qu'on peut s'en servir pour aller chercher à expliquer ce qu'on doit faire. Là, notamment, ça va être sur mon warm-up et derrière, après, j'ai mes blocs d'entraînement qui vont permettre de pouvoir aller chercher plusieurs choses que je vais aller chercher dans les entraînements. Donc, dans l'idée, c'est vraiment de partir sur... bon, il y a quand même des choses à remplir et c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore pu remplir toute ma base de données, enfin ma base de mouvements sur tout ça. Donc là, on peut vraiment aller chercher
Ah, puis donc, ça nous donne au moins là, des exemples de programmes d'haltérophilie là, en tant que tel pour tout le monde là, qui regarde. Donc, super agréable pour ça. Peut-être un autre sujet moi, qui m'intéresse dans la planification, puis Aurélie, on a déjà fait plusieurs webinaires sur le sujet. En fait, c'est le suivi. Donc, c'est comment je fais pour suivre mes progrès, etc. Donc, si on parle spécifiquement d'haltérophilie, quelles données est-ce que je peux suivre pour voir l'évolution de la performance en haltérophilie? Alors, bah, sur les trucs comme ça, j'avais parlé éventuellement de Baroga. Alors là, je vais juste repartager mon écran parce que je l'avais préparé. Donc en fait, Baroga, pour nous, c'est un référentiel qui va nous permettre de pouvoir. Alors bon, moi, le mien, il est un petit peu amélioré, forcément. Mais dans l'idée, c'est on a le répertoire gestuel en altéro, ce qui a été fait au total ici. Ça, Donc là, c'est pour moi. ce sont des outils qu'on partage dans notre formation Coach Altero, hein. On donne accès à tout ça et on explique mieux comment ça fonctionne. C'est ça. Si vous voulez voir en passant tout le monde les différentes formations offertes, ils sont tous sur le site de Aurélien, donc aurélienboussal.fr, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez le lien à gauche, juste ici. Là, c'est la coach mobilité que je vous ai mis. Vous allez sûrement, une fois rendu sur le site, être capable de voir le 100% des formations qu'ils offrent. Et donc, Baroga, en fait, c'est un référentiel où on a tous nos mouvements en altéro qui ont été, qui sont mis dedans. Bon, moi, derrière, j'ai mis catégorie ou famille, donc si c'est test technique, semi-technique, renforcement musculaire. J'ai mis aussi l'objectif ou le travail qu'on recherche dans ce mouvement. Et après, en fait, ça me permet de pouvoir voir où mon athlète pêche, entre guillemets. Donc, est-ce que je l'ai là? Là, après, derrière, je viens. Tu peux t'en aller. Je viens en fait sur un tableau qui vient chercher ici par rapport à ce que je devrais rechercher, enfin ce que je fais ici par rapport à Baroga. Donc Baroga, en fait, c'est quelqu'un qui a renseigné pendant des années les performances en haltéro de ce qu'on vient chercher avec l'arraché, l'épaulé et tout ce qu'il y a autour. Et donc, du coup, il a réussi à mettre en place une base pour savoir si oui ou non on est assez fort, par exemple, au squat, snatch, G-block, en no-fit, tout ça. Et de là, après, bon, avec un petit peu de recherche, on peut vite savoir ce qu'on recherche dans tel ou tel mouvement et savoir ce qui va pas du coup. Et ça, c'est pour moi quelque chose de vachement important dans le sens où c'est comme ça qu'on sait comment on va pouvoir travailler en fait avec notre athlète, ce sur quoi on doit avoir des focus de travail et lui va permettre, ça va lui permettre à lui aussi de pouvoir justement avoir des focus dans ses entraînements. Pour moi, il n'y a pas un plan en fait, une planification qui doit pas avoir de focus sur la séance globale, mais aussi sur les blocs. Et le fait de pouvoir échanger justement avec l'athlète en lui montrant des tableaux, en lui disant là, tu vois, ça va pas, ça va pas, ou ça, on devrait faire un petit peu mieux, ça va lui permettre d'avoir les focus de bloc en règle générale. Et je pense que ça, c'est des perspectives que peut nous donner de plus en plus le digital. C'est-à-dire qu'on a beaucoup bossé avec des outils comme ça par le passé, évidemment, qui sont des tableaux. Là, la version de Kevin est très améliorée, mais même comme ça reste quand même des outils qui, pour l'instant, sont austères, qui nécessitent d'avoir un ordinateur sous la main pour pouvoir communiquer avec son athlète, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions comme XFIT sont les meilleures pistes pour ouvrir vers une exploitation cohérente et simplifiée de ce type d'outils. Oui. Et donc, on peut retrouver là, ce fichier Excel, pas celui-là spécifiquement, mais la table de Baroga sur les différents réseaux sociaux, là, sur l'Internet en tant que tel, un peu n'importe où, là, sûrement. Puis, effectivement, dans XFIT, c'est le genre de choses là, qui s'intègre quand même très bien, là, malgré tout. Là.
pour pouvoir le suivre de façon plus intelligente. Euh, Peut-être un petit bonus qu'on n'avait pas nécessairement prévu discuter à 100%, mais les blessures, en fait, en haltérophilie. Donc, depuis le début qu'on discute ensemble, je comprends que théoriquement, il ne devrait pas avoir de blessures en haltérophilie, étant donné que la technique, c'est très technique. Donc, si la technique est bonne, puis qu'on travaille bien la mobilité, tout devrait être correct. Mais en même temps, je me dis que ça doit rester un sport, donc il doit toujours avoir, malgré tout, certaines blessures. Quel type de blessure ou comment s'y préparer ou peu importe, c'est vous les experts, voyez-vous là, par rapport à ce thème-là? Bon, blessure, en haltéro, on a des blessures. Ça, c'est, après, il faut faire attention à ce qu'on appelle des blessures. Moi, par exemple, pour moi, quelqu'un qui me dit j'ai une tendinite, c'est pas une blessure. Si pour lui c'est une blessure, c'est pas une réalité. Donc, concrètement, oui, il peut y avoir des blessures. Oui, si la technique en haltéro est toujours respectée, il ne devrait pas y avoir de blessures. À contrario, le surentraînement, ça peut arriver. Le fait d'avoir des stress extérieurs en fait à l'entraînement, ça peut arriver aussi, et donc avoir un focus à l'entraînement qui est moins bon, ça peut arriver et ça peut permettre entre guillemets une blessure, effectivement. Après, je pense que c'est un peu le rôle du coach malgré tout de faire attention à tout ce qui est extérieur aussi à l'entraînement pour que ce soit que l'athlète soit le plus efficace possible à l'entraînement. Et c'est aussi au coach à dire à l'athlète, écoute, là, je te sens pas bien, baisse un peu l'intensité, c'est pas grave, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que pour un athlète, qui soit de haut niveau ou non, travailler sur léger, c'est une sensation qui est frustrante, parce qu'on a vraiment cette sensation de pas travailler, et pourtant, c'est ce qui va faire que peut-être que la séance d'après, on pourra être vraiment au top. Et donc oui, il y a des blessures en haltéro, mais encore une fois, oui, si la technique est respectée, il ne devrait pas y avoir de blessures. Je pense que, étant donné que justement, en toute logique, on a un sport où on doit rester à notre place, donc on n'a pas de mouvement ni en avant, ni en arrière, ni sur les côtés. Donc concrètement, on est un sport où je pense, où on a très peu de risques de blessures à proprement parler. C'est pas comme le… Comment ? Pendant des années, les assurances en responsabilité civile des salles de sport en France, elles nous excluaient de la police d'assurance un certain nombre de sports, dont l'aéronautique, enfin l'aviation, dont l'utilisation des armes à feu et l'haltérophilie. Bon, il y en avait 3 ou 4 autres, mais c'était drôle. L'haltérophilie finissait la liste des trucs vraiment dangereux, quoi. Le MMA, ok, le dressage de pitbull, d'accord, mais alors l'haltérophilie, non, quoi. Et ça montre un peu la perception du truc, parce que je pense que justement, c'est comme l'aviation, c'est-à-dire que comme quand il y a un accident, c'est vraiment spectaculaire, du coup, on crée une espèce de généralité absurde sur ça, alors qu'en face, les accidents de la route tuent en masse. Bon, c'est pareil, je pense, si on prend le foot et l'haltéro. C'est-à-dire qu'en foot, il y a des petites blessures, entre guillemets, des petites blessures comparées à ce qu'on peut imaginer de l'haltérophilie quand on voit un bras qui se disloque ou une descente d'organes. Je prends les deux trucs les plus rocambolesques et presque caricaturaux, quoi, qui sont arrivés peut-être 3 fois dans l'histoire du truc, quoi, et qui ont été… voilà. Mais en réalité, c'est comparé à tout le reste. C'est-à-dire que derrière, il y a très peu d'entorses de cheville, par exemple, constitue 80% de l'accidentologie en sport, toutes disciplines confondues. Il y a très peu d'opérations du genou, un peu plus de pathologie scapulaire, mais au final, quand même pas tant que ça. On connaît tous les deux plein de vieux haltérophiles de très haut niveau. Ils ont plus de problèmes parce qu'ils mangent trop que parce qu'ils ont des problèmes sur l'appareil locomoteur, en fait. Par contre, voilà, on a tous dans notre environnement proche des sportifs qui ont très très mal vieilli, ils viennent quand même plus des sports co finalement que de l'haltéro.
Donc non, statistiquement, il y a assez peu de blessures en haltéro finalement. C'est assez caricatural tout ça au final, et effectivement, toujours lié à Un une très beau sport. mauvaise pratique. C'est ça. Non, ce qui en fait donc un très bon sport si bien accompagné là, par un professionnel qui est au courant et qui s'informe, par exemple sur les webinaires de XFIT. Merci beaucoup, sérieux, Kevin et Aurélien, pour tout le contenu que vous avez partagé aujourd'hui. C'était riche en connaissances. J'ai pas tout compris, mais ce n'était pas pour moi. Il Je n'était pas n'étais la pas le cible. public final. Mais exact, je n'étais pas la cible. Par contre, l'ensemble du chat avait l'air plutôt actif par rapport à ce que vous disiez. Donc, c'est déjà excellent. Je vous partage, tout le monde, l'un des livres de la maison d'édition, je ne sais plus qui a été écrit justement par Aurélien, donc L'art du mouvement, qui peut être un livre là, justement pour prolonger la discussion, aller plus loin sur le sujet. Le lien que vous allez trouver, c'est un lien sur amazon.ca, donc il fallait choisir CA ou France pour mettre le lien, mais n'hésitez pas là, à faire la même recherche sur l'Amazon de France ou de Suisse ou de Il y a le Belgique, petit peu frère importe où vous aussi, êtes, l'Arduino, sans qui est problème. important, sur lequel on revient là plus spécifiquement sur vraiment tous les mouvements d'haltéro et les semi-techniques, et il y a vraiment tous les détails. Quel est le nom? Juste le L'Arduino, répéter, excuse-moi. H-I-2-T. L'art du hit HIT, oui. Parfait, excellent. Donc, ça, ce sera un autre livre, sûrement disponible aussi là, sur Amazon, sinon, malgré tout, très facile à trouver. Autrement, vous pouvez aussi. Excuse-moi, Kevin. Là, je vois Daniel Bissonnette qui Oui. met sur le côté par rapport à des blessures importantes en haltérophilie, doivent prendre du temps à récupérer. Des blessures musculaires, tissus conjonctifs prennent du temps à revenir. Alors, j'ai envie de te dire, pas plus qu'ailleurs, en fait. Dans tous les sports, en fait, à partir du moment où il y a une blessure importante, on va avoir un certain temps de récupération, forcément. On va avoir peut-être même de la kiné, de la rééducation, de la réathlétisation, même parfois. Après, je pense qu'il est même possible que justement, de par les contraintes externes qu'on a en haltéro, on peut peut-être même guérir plus vite, en fait. Donc, ça va dépendre de la blessure et forcément, mais on va quand même avoir cette capacité à pouvoir être plus solide, entre guillemets, que d'autres sports. Hein. C'est voilà, tous les sports s'ils sont mal faits, ou même parfois s'ils sont bien faits, c'est des contraintes qui vont nous entraîner peut-être des blessures. Mais en haltérophilie, pas forcément plus longue récupération que dans d'autres sports, en fait. C'est Voilà. Si vous voulez suivre Kevin, justement, là, vous pouvez aussi vous joindre sur son site que j'avais mis au départ, là, mais que je remets en ce moment. Et puis le site d'Aurélien aussi, là, que je vous ai transmis encore une fois tout à l'heure, mais que je vais vous remettre. Ça vous permet donc toujours de prolonger la réflexion et les discussions. Merci encore une fois, Kevin et Aurélien, de vous être joints à nous. Et puis je suis certain qu'on va en refaire un, étant donné que l'haltérophilie est ultra large là, comme sujet. Donc, on s'est spécifié là, sur 3 grands ensembles, mais assurément qu'on réussirait à refaire 1 heure sur un autre sujet